Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. On construit plus de logiciels, on fait juste faire l'architecture. L'architecture devrait toujours inclure aussi le travail de construction. Ça reste à voir, mais ça dépend de... On s'entend-tu que quand on parle d'architecture, s'il y a un terme galvaudé, mal compris, mal défini, c'est bien celui-là. Absolument. Mais moi, je persiste à dire qu'on discute d'architecture logicielle à notre podcast beaucoup plus que de construction. On nommait pas le fait que la finalité de notre activité, c'est de fabriquer des logiciels. Mais en tout cas, on essaie de donner une twist. Bien, c'est certain qu'un podcast audio, c'est beaucoup plus facile de parler de concept que de montrer des lignes de code. Hein? C'est un petit peu plus difficile quand on dit, bon, ben, faut faire un for each, puis n'oubliez pas votre point virgule ici. Là. Donc, les grands concepts s'expliquent mieux par la parole, effectivement. Donc, on s'entend que nous, on va parler beaucoup plus des meilleures pratiques, des meilleures façons de faire. Puis, à ce moment-là, on tombe dans beaucoup, en tout cas, du côté de l'architecture. Mais on essaie quand même de rester très proche du code. Ça a toujours été une de nos particularités. Aujourd'hui, on a une émission qu'on a enregistrée à Paris au mois de juin 2008. Une autre, Une autre parmi tant d'autres. On a presque fini. On en avait enregistré quasiment presque une dizaine. Donc, pour les auditeurs qui disent encore une autre, dites-vous que c'est pas parce que on se sent obligé, c'est qu'on les trouve vraiment bonnes, ces émissions-là. Absolument. Aujourd'hui, l'émission, c'est Vincent Vergojan qui va nous parler de Silverlight et surtout du produit Expression Blend, qui est l'outil qui fait justement le lien entre la communauté des développeurs, la communauté des designers. Mm-hmm. Et en tout cas, j'ai triché un peu. J'ai fait le montage de la partie de l'enregistrement de Vincent il y a 2 ou 3 jours maintenant, ou une semaine. Puis, ça faisait quoi? 3 mois, 4 mois qu'on avait enregistré l'émission, puis je me surprenais à trouver que c'était une bonne émission. Wow, quel propos intelligent! De la part de Vincent ou de toi? De Vincent, on s'entend. Okay. J'ai un défi personnel, c'est d'essayer de devenir de plus en plus silencieux dans l'émission. Donc, là, ça fait 4 ans qu'on fait le podcast. Je me dis peut-être que sur un time frame de 10 ans, je vais peut-être réussir à vraiment atteindre mon objectif d'être moins omniprésent. Donc, peut-être juste avant de présenter l'entrevue, on peut parler de notre concours DevTeach? Oui. Donc, le concours, on vient de statuer, Guy Barrette et moi-même, il y a quelques minutes, qu'on ferait le tirage le lundi le 24 novembre. Donc, à peu près une semaine et demie, 2 semaines avant la conférence. Ouais. Donner la chance aux gagnants de pouvoir s'organiser. Surtout si c'est un gagnant d'outre-mer. En tout cas, il y a une logistique qui peut être pas simple. D'outre-mer? On a reçu des courriers de gens qui nous disent, écoute, je reste pas à Montréal, mais ça m'intéresse de gagner. Ouais, mais chose bien importante, ce qu'on fait tirer, c'est l'inscription à la conférence principale de 3 jours. Ça ne comprend pas les déplacements, l'hôtel, votre billet d'avion, votre billet d'autobus, votre essence ou quoi que ce soit. Je dirais, malheureusement, c'est ce qu'on a à offrir. Donc, on invite nos auditeurs qui veulent participer à nous envoyer un courrier électronique. C'est très simple. Sur la page principale, vous pouvez voir qu'il y a un endroit où est-ce qu'on annonce qu'il y a la conférence DevTeach. Aucun mot-clé, juste envoyer un petit courriel, je désire participer. Puis, nous, de la liste, puis là, on s'entend que vos probabilités vont être beaucoup plus grandes que de gagner à la loto, parce que je pense pas qu'on va recevoir 16 millions d'inscriptions. Juste 15 millions, là. Puis, donc, vous devriez avoir des bonnes chances de pouvoir être un gagnant. Et puis, on va contacter le gagnant par courriel dès qu'on l'a tiré. Puis on rappelle que la conférence DevTeach, c'est dans la première semaine de décembre. Première semaine de décembre, donc il y a 3 jours de conférence. Il y a
Il y a 8 pistes simultanées, une piste SQLite, une piste SQL développement, il y a une piste agile, une piste Silverlight. Et une piste architecture. Hey, mais c'est bien, mais les gens qui vont écouter l'émission puis qui sont peut-être intéressés à parfaire leur connaissance Silverlight, ça serait le bon endroit. Je pense qu'il y a une 12 ou 16 sessions Silverlight uniquement à DevTeach. Oui, tout à fait. Bon, tu sais, je pense que il y a peu de gens qui n'ont pas reconnu que Silverlight, c'est une technologie qui va être une pièce maîtresse du futur du développement d'applications. Puis pas juste les applications grand public, mais les applications d'entreprise. Absolument. Peut-être que toutes les organisations ne sont pas prêtes à ça, mais ils n'auront pas le choix. Ils vont y arriver parce qu'il y a trop d'avantages. Et le premier avantage étant économique. C'est absolument un avantage qui est important. Qui part de lui-même. Alors... Donc, sans plus tarder, on va écouter l'entrevue avec Vincent. Je te laisse le dernier mot, Guy. Ben, à Vincent. Avec nous, Vincent Vergonjane. Bonjour. Bonjour Vincent, ça va bien? Ça va très bien, et vous? Ça va bien, nous. Écoute, ça peut pas aller mieux. On est à Paris. On est aux Nations Unies. Quand je dis aux Nations Unies, c'est qu'on est à Paris, à l'hôtel Novotel, qui est juste à quelques coins de rue, quelques pâtés de maison de la Tour Eiffel. De la Tour Eiffel. C'est la compétition Imagine Cup, et tu es un des juges de cette compétition. D'ailleurs, on va présenter un peu plus en détail qui tu es, et on va se rendre compte que ce n'est pas une nouveauté pour toi, Imagine Cup. Et on profite du fait que tu es ici à Paris, et nous aussi, parce qu'on avait été invités pour participer à l'Université du SC, pour se rencontrer et enregistrer un podcast, parce que aujourd'hui, tu vis à Dublin. Absolument. Donc en Irlande. En Irlande. Donc tu es un francophone, un français? Je suis un francophone vivant anglophone. Et Irlande. Irlande, oui. Irlande, il y a beaucoup, Microsoft a beaucoup de centres de recherche, il y a beaucoup d'activités de Microsoft en Irlande. Il y a une énorme activité de Microsoft. Alors en fait, même en Europe plus généralement, mais c'est vrai que Dublin est en train de grossir énormément. Des centres des European Development Center s'ouvrent partout en fait. Il y a plusieurs raisons pour ça, des histoires de visa, ils n'arrivent plus à recruter, ils trouvent des gens bien, mais ils n'arrivent plus à les ramener aux États-Unis. Donc du coup maintenant, Microsoft a tendance à pousser un petit peu. C'est intéressant. Donc au lieu de ramener les gens à Seattle, à Redmond. Voilà. Donc il y a deux raisons pour cette raison c'est déjà l'histoire de visa, et il y a aussi une autre chose, c'est le fait que tous les pays de l'Est qui fraîchement rentrés dans l'Europe et qui sont en train d'émerger, même ceux qui sont pas dans l'Europe ou en transition, sont des pipes de recrutement. Il y a un bassin de savoir extraordinaire. Donc du coup, il y a vraiment une poussée de Microsoft alors ce qui n'était pas vraiment le cas avant, mais donc vraiment là depuis 2 ans de pousser la création de développement de. Parce que on n'est pas encore dit, mais t'es un employé de Microsoft. Je suis employé de Microsoft. Ah, donc, comme on dit, t'as swallow the blue pill. Donc, tu as avalé la pilule bleue. Il y a de cela maintenant 2 ans. C'est ça. Depuis 2 ans, exactement. Donc, et le buzz, pilule, buzz. Voilà, exactement. Je suis tombé dans le, écoute, il faut bien, hein. Mais en même temps, je regrette pas, c'est extraordinaire. C'est super excellent jusqu'ici. Donc, on te présente un peu plus en détail pour le bénéfice de nos auditeurs. T'es jeune. Écoute, j'ai pas quelqu'un devant moi qui a des cheveux gris. Est-ce qu'on peut dire ton âge? 29 ans. 29 ans. En 2004, est-ce que c'était ta deuxième participation à ce moment-là ou ta première? Alors en fait, on avait participé c'était notre deuxième participation, mais on était arrivé deuxième en finale française la première fois. Donc du coup, on a re-signé l'année après, on est arrivé premier en finale française, on est arrivé ensuite en finale mondiale. Donc, tu as gagné une Cup en 2004. Absolument. Donc, de cette compétition mondiale, que tous les étudiants viennent et présentent leur projet, l'équipe française, en 2004, a gagné. Tu faisais partie de cette équipe de 4 personnes. Nous, on a un autre podcast qu'on a fait cette semaine avec Guillaume Belmas, qui est toujours un des bons potes. Ah, voilà, plus que jamais. Plus que jamais. Et d'ailleurs, c'est Guillaume qui nous a mis en contact, de dire, il faut parler à Vincent. Puis là, on a découvert que Vincent, il travaillait sur une technologie qui pouvait peut-être nous intéresser, qui s'appelle Silverlight. Et rapidement, on a fait comme, qu'est-ce que tu fais avec Silverlight? Puis je suis à Dublin, je fais des petites choses. Puis on s'est rendu compte que c'était pas des petites choses. Puis d'ailleurs, on espère que nos auditeurs vont se rendre compte que à la fin de l'émission, que c'est pas des petites choses qu'on peut faire avec Silverlight. Absolument. Donc, tu gagnes cette compétition-là.
T'es un Français, t'étudies à Paris, mais est-ce que t'es né à Paris? Paris. Donc un Parisien là, de souche, on peut dire. Voilà, exactement, ouais. Donc passer toute sa jeunesse à Paris. Donc puis le fait d'avoir participé, mais ça t'a sensibilisé sur le fait que ta maîtrise de l'anglais était peut-être pas. Ah, exactement. Et alors, il y a des gens qui sont doués en langue, d'autres qui sont pas. Alors moi, je l'étais pas du tout. Et donc ça, c'était juste pas possible. Donc besoin de voyager pour pouvoir parler anglais, c'est tellement important. Vous avez de la chance, vous, Canadiens, Québécois, pardon. Moi, j'avais beaucoup de difficultés avec les langues. Heureusement qu'on est encerclé d'une communauté américaine qui parle anglais, ça nous force, pas. Mais moi, la façon aussi, c'est j'ai voyagé, je suis parti, puis j'ai dit bon, ben je vais avoir une immersion totale. C'est la seule façon. C'est la seule manière d'apprendre, en fait. Pour certaines personnes, il y a des gens qui ont des aptitudes. Et c'est ce que tu as vécu comme immersion totale. Ouais. Toi, complètement, ouais. Donc toi, tu t'es dit, j'irai pas un endroit, tu sais, je pourrais aller à Londres. Oui. Londres, c'est près. Non, tu te dis, je vais aller de l'autre côté. C'est ça. 16 000 kilomètres. Donc tu t'es retrouvé en Australie. Ouais. Et tellement j'ai voulu pousser l'immersion, j'étais avec quelqu'un à l'époque, et on aurait pu prendre un appartement tous les deux. Je lui ai fait non, prendre une colocation, et on va être qu'avec des anglophones. On habite tous les deux, on ne pourra jamais de parler anglais. Ah ouais. Donc voilà, enfin bon, bref, c'était pour la petite histoire. Et puis ça porte. Et maintenant, tu es à Dublin. Je suis à Dublin. Mais avant d'être à Dublin, quand tu étais en Australie, tu faisais du logiciel quand même. Fallait que tu gagnes ta vie. Ah bah faut bien gagner sa vie. Donc c'était extraordinaire. Je faisais des jeux vidéo sur téléphone mobile. Et pour la petite histoire, l'Australie en fait était le deuxième pays au monde à avoir la 3G. Et donc cette société avait été en avance de phase sur tout le monde. Ils avaient une technologie de jeu multijoueur temps réel sur téléphone mobile. Wow. Et donc moi j'arrive là-bas et donc j'ai passé le premier mois j'ai passé mes nuits là-bas à regarder comment marchaient leurs trucs, à tout avaler, etc. Ensuite j'ai bossé en tant que contracteur avec eux, à faire mes propres jeux avec leur technologie. Hein. C'était extraordinaire. Et And now you speak English. And now it's fine. I can speak English. Thank God. Great. Ça doit pas avoir nuit pour être embauché par Microsoft. Eh ben moi je vais te dire heureusement en Australie parce que j'ai eu 4 entretiens au téléphone. En tout j'ai eu 10 pour rentrer chez Microsoft et 4 entretiens au téléphone très techniques. Et si j'avais pas eu mon anglais, j'aurais jamais pu passer parce que tu es obligé de te concentrer. C'est à peu près la moyenne, 10 entretiens. Ouais, c'est ça, ouais. Le processus d'embauche chez Microsoft, il est complexe. Ah oui, ça, on est d'accord. Hein. Mais écoute, Après, théoriquement, ils recherchent les meilleurs. Exactement. Puis pour identifier les meilleurs, ben faut que tu prennes le temps qu'il faut. Exactement. Tu commences à travailler pour Microsoft, tu te retrouves à Dublin, et le groupe à Dublin est spécialisé sur la plateforme live. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. Alors en fait, plus spécialement, à l'époque on était sous la coupole live, on l'est plus aujourd'hui, mais plus spécialement sur AdCenter et encore plus spécifiquement sur AdCenter Analytics. Donc vous êtes en compétition directe avec votre bon ami Google. Ah exact. On est au cœur du développement de la compétitivité. D'ailleurs, à une époque, j'étais en colocation avec un garçon de chez Google. Et, ça grinçait un peu des dents au niveau de l'érection. Tu fais attention, Vincent. Ouh, bah bien sûr. Mais non, c'est très sérieux. Et donc voilà. Et donc pour vous raconter un peu plus ce que fait mon groupe, en fait, à Redmond, donc Redmond en fait crée le logiciel AdCenter Analytics. Donc en fait, on a acheté une société qui s'appelle DeepMatrix il y a 2 ans de ça pour essayer de rattraper un peu de retard et avancer un peu plus vite et puis recruter des gens qui avaient des connaissances sur ce domaine. Juste, t'interromps là, ça c'est un bon point. J'ai très souvent du monde qui m'approche ou qui me parle et dit « Je suis en train de développer telle chose et on va se faire acheter par Microsoft. » Et à toutes les fois, je leur dis « Avez-vous analysé des forces du marché? » Parce que Microsoft ne va acheter qu'une compagnie que si l'enjeu du temps est primordial. Absolument. S'il n'y a pas d'enjeu de temps, Microsoft va développer lui-même sa technologie parce qu'il veut être sûr que ça soit fait selon ses critères de qualité. Exactement. Mais s'il y a un enjeu de temps, là, ils vont acheter, ça devient une stratégie, une tactique. C'est un rattrapage de temps. Donc, si tu veux te faire acheter par Microsoft et que tu rêves de passer à la caisse, exactement. Assure-toi que tu développes quelque chose qui est dans les créneaux où est-ce qu'on sait que Microsoft a de la compétition forte. Exactement. Et où Microsoft n'a pas tellement développé. Mais malgré tout, on a racheté cette société, mais on a quand même redéveloppé beaucoup de choses quasiment à zéro. Oui, tu as acheté plus tes cerveaux à quelque part. Exactement. Et donc voilà, ça fait quasiment 2 ans aujourd'hui. On a sorti une bêta 2 il y a quelques temps. Et donc, Redmond s'occupe de faire le core product. Et donc, nous, à Dublin, on est spécialisé en fait dans la création
de visualisation innovante. Donc l'idée, c'est pas de faire du data mining ou des choses comme ça, c'est de trouver des formes de visualisation qui vont apporter de nouvelles informations, mais juste à travers une manière innovante d'afficher l'information. Parce que c'est facile maintenant récolter des terabytes d'informations, mais faire du sens de cette information-là, c'est compliqué. Et l'afficher correctement. Et l'afficher, donc trouver des nouveaux moyens, des moyens qu'on n'a pas vus encore, Exactement. de faciliter l'affichage de cette information. Ouais, exactement. Et c'est même plus que ça, c'est vraiment découvrir de nouvelles informations à partir d'un affichage innovant. Alors j'ai un exemple que je peux vous donner. On a développé un composant qui s'appelle le tree map. Donc le tree map, c'est imaginez que votre site web c'est un arbre, d'accord. Donc vous avez tous les fichiers qui créent donc un arbre. Et bien en fait, le tree map va afficher cet arbre dans un espace 2D avec le root de mon arbre, ça va être tout l'écran. S'il a deux branches, les deux branches en fonction du poids vont prendre 70%, 20%, et de manière récursive comme ça, et en fait afficher l'arbre entier dans une surface 2D. Et en fait, grâce à ça, ça te permet de voir en un bloc de vision quelles sont les parties du site qui sont les plus performantes, mais avec un niveau de détail qu'on pourrait pas avoir avec un pie chart. À cause du poids. Exactement. Le poids étant sur un axe lequel tu veux regarder. C'est comme un pie chart, mais avec un niveau infini, si vous voulez. Ah. Et donc du coup, on a des énormes zones qui ressortent, on peut descendre, etc. Donc nous ce sur quoi on travaille, c'est ça. Donc, par exemple, juste pour rendre plus imagé peut-être pour nos auditeurs, imaginons que l'arbre, ça serait plutôt les fichiers qu'on a sur notre 10. C'est exactement ça, l'idée, ouais. Puis la critère, ça serait le poids de chaque fichier, le nombre de mégabits. Ou le nombre de visites par fichier. Le nombre de fois où on l'a consulté. Ouais. Donc, voilà, tu peux rapidement voir, par exemple, le nombre de visites sur un site web. Prenons cet exemple-là, qui est encore plus concret. Tu peux facilement voir les pages qui sont les plus grosses. Exactement. C'est celles qui sont beaucoup visitées. Puis les petites feuilles, c'est celles que personne voit. Et donc, du coup, par folder et par etc. Donc, il y a, on voit des grosses masses de couleurs qui donnent des poids, etc. Et d'où le pourquoi on peut dire que tu es quelqu'un qui maîtrise bien j'ose pas dire que tu es un expert Silverlight, mais probablement si ça fait parce que tu as commencé à travailler avec Silverlight dès les premiers jours. Ouais, j'ai commencé avec le Jolt qui était même pas sorti encore. J'avais fait un petit shoot 'em up. C'est du JavaScript encore en bêta. Parce qu'on s'entend. Ce groupe-là du Blin doit essayer de faire le maximum avec du JavaScript, du Ajax. Exactement. Ouais. Mais on est conscient que à un moment donné, on peut pas aller plus loin, même si on plie en 28 les protocoles du web, on est limité à un moment donné. Alors ouais, on est d'accord. Enfin, du coup, on a passé beaucoup de temps à faire du JavaScript très très poussé que je peu vu en fait, parce que du coup, on a les moyens et le temps de faire les choses proprement. À pousser carrément à faire de l'unit testing, de l'UI testing sur du JavaScript. Je ne connais pas de sociétés qui le font. Hein. Et donc avec des composants très robustes, très poussés, des milliers de lignes. Pourquoi Microsoft le fait, c'est que eux ils permettent d'attendre, de dire quand Silverlight sera prêt, là on aura des modules de visualisation. Le temps était un facteur, donc on le fait maintenant avec ce qui est disponible. Mais toi, depuis le début de Silverlight, tu travailles sur les outils de visualisation Silverlight. Absolument. Ouais. Et donc en quelque part le futur de ce que va être AdCenter. Absolument. Et donc ça t'a permis de pouvoir comprendre peut-être toutes les capacités, mais aussi les limites ou les contraintes. Complètement. En fait, à la base, j'ai fait beaucoup de WPF. Je faisais des présentations WPF, de l'évangélisme en WPF, donc je connaissais très bien le XAML. Et donc quand j'ai vu Silverlight arriver et mettre la puissance WPF, qui bizarrement d'ailleurs a pas tellement pris, quand je parle de WPF, je suis surpris de voir que peu de gens connaissent. Mais quand j'ai vu qu'ils avaient mis le XAML sur du browser, je me suis dit oulala, il y a quelque chose de très gros. Et c'est vrai qu'il y a une période de gestation où même nous en interne, on savait pas trop comment ça allait se pousser. Silverlight produit, c'est pas, il y a rien à cacher. Microsoft a créé des choses des fois qu'ils ont abandonnées. Même nous, on était un peu frileux, mais bon, j'ai regardé la chose, fait pas mal de démos, fait pas mal de talk en fait là-dessus dès le départ. Et il s'avère qu'aujourd'hui, en fait, Microsoft est réellement en train de pousser le Silverlight. Oui, puis
indépendamment de la technologie Silverlight, il y a un principe de conception, un découplage fondamental que Silverlight amenait, qui n'était pas une innovation. Microsoft n'ont pas inventé ce type de découplage-là, qui est l'affichage en markup, le code ailleurs. Ça existe depuis l'avènement du web, parce que qu'est-ce qui était le web? C'est-à-dire affichage en HTML, Exactement. le code ailleurs. Exactement. Ce qui était nouveau au niveau des interfaces de jeu, parce qu'avant, si on prend une application WinForm, tout est ensemble. Exactement. Et de découpler avec des tags et puis ce pattern-là, c'est avéré puissant du côté, parce que d'un point de vue architectural, c'est bien. Mais c'est pas juste d'un point de vue architectural pour la plomberie, mais pour les équipes, parce que le web, c'est quoi qui a fait de la force? C'est que les développeurs pouvaient travailler de leur côté, avec composantes, le code. Exactement. Les designers pouvaient faire eux autres aussi leurs choses, sans se plier sur les pieds. Exactement. Alors, c'est là que mon expérience en jeu vidéo est intéressante, parce que j'ai travaillé pendant des années dans le jeu vidéo, et les graphistes et les programmeurs sont vraiment deux bêtes différentes. Deux types d'animal. Alors on peut pas vivre l'un sans l'autre, et en même temps on a du mal à communiquer. C'est la vérité. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'homme et la femme? Ah, complètement. Me demande pas lequel homme et la femme d'ailleurs, mais c'est vraiment ça. Mais alors ce qui est génial par contre, comme dans un couple, c'est qu'il y a une synergie entre un graphiste et un programmeur. Et donc il y a une synergie créative, et donc pour la petite histoire, j'ai commencé à développer des jeux quand j'avais l'âge de 12 ans. J'ai rencontré mon meilleur ami à l'âge de 13 ans qui s'avérait déjà être un artiste qui aujourd'hui est directeur artistique d'un des plus gros sites web qui s'appelle Mr. Good Deal, sans faire de pub, mais un gros site de pub français. Il est directeur artistique, donc il a bien réussi. Mais donc la chance a fait qu'on s'est rencontrés très très jeunes, et donc je peux vous parler vraiment de cette synergie qui nous a poussé en tant qu'enfants à pousser, parce que quand on est gamin on a tendance à abandonner très vite. Et bon, et alors je vais le voir, et il me montre sur Deluxe Paint un graphiste qu'il a fait, un vaisseau spatial. Je fais, il avait fait ça sur quel logiciel? ça s'appelait Deluxe Paint à l'époque. Deluxe Paint. Ben oui, je me souviens de ça. Ouais, c'était sur les Amiga. Ah ouais, alors nous c'était sur PC, c'était la première version sur PC. Okay. Parce que je me souviens, l'Amiga 3000, il y avait, il y avait complètement, c'était la première. Ben nous on a commencé, c'était de 286, peu importe. Alors donc je vois son truc, je fais waouh, c'est génial. Je rentre à la maison complètement excité, je code mon petit truc pour faire bouger le machin. Il revient chez moi, je lui montre ça. Waouh, tu l'as animé, c'est génial. Et puis, etc. Je vais refaire des bullets, je vais faire des ennemis. Et puis, il y a vraiment une synergie créative et émotionnelle, presque une fusion entre le graphiste et le programmeur. Mais alors, il y a un moment où le graphiste arrive. Oh, génial. On va faire exploser tout l'écran, on va mettre des trucs partout, et puis, là, tu lui dis, ça va pas être possible. Puis là, il dit, comment ça, pas possible? Le truc, je veux en venir où, là? Je veux en venir sur le fait qu'en fait, les graphistes et les programmeurs travaillent dans deux mondes différents, avec des outils différents, ont une vision d'approche différente. Probablement des parties de leur cerveau différentes qui sont plus puissantes. Mais la vérité, c'est qu'on fait un logiciel ensemble. Ouais. Et même dans le jeu vidéo, alors dans le jeu vidéo qui est quand même quelque chose de très poussé, on a tendance à créer des outils maison, mais de manière générale, le multimédia aujourd'hui, même des outils comme Flash, etc., n'a jamais fait cette séparation, n'a jamais compris que, il va bien falloir que ces deux-là travaillent ensemble. Et la magie et que j'apprécie à 400%, et donc qui est pas nouveau parce que WF l'avait ramené aussi pour le desktop, c'est donc d'avoir en fait le programmeur et l'artiste déjà en train de travailler sur un logiciel commun qui est l'artiste travaille sur une solution C# qui le sait même pas, et en fait on réunit les deux sur une interview, et les deux sans se rendre compte en fait font l'interopérabilité. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait dire que pour un développeur, puis la chose pourrait être vraie aussi pour le designer. Le designer, lui, son produit de prédilection devrait être Microsoft Blend, donc un des outils de la suite Expression. Parce que c'est ça qui permet de faire ce avec quoi il est habitué de vivre, c'est-à-dire du design. Est-ce que tu parles du graphiste ou du programme? Du graphisme. Mais on s'entend que le graphiste devrait minimalement comprendre qu'il y a des tags XAML en arrière, donc il faut qu'il soit quand même capable d'avoir une petite vue sur le monde technique. On est d'accord. Oui. Le développeur, lui, il comprend. Et souvent, moi, j'ai vu des développeurs qui sont dans les tags XAML et même apprennent avec des tags XAML comment faire de la présentation. Voilà, c'est ça. Et il ne devrait pas investir un peu de temps juste à maîtriser le blend. Alors justement, et j'ai fait beaucoup de présentations et beaucoup d'évangélisme sur Silverlight en interne en fait. J'ai vraiment, mais c'est du 95% à chaque fois que je vois un programmeur, un vrai codeur,
qui fait du Silverlight, très excité, etc. Et puis il me dit, oh, bon, bah, écoute, je lui dis, alors, et Blend, c'est quoi? Oh, tu connais pas Blend? Et donc, je m'aperçois qu'en fait, beaucoup de programmeurs ont le réflexe, moi, c'est Visual Studio. Est-ce qu'ils ont tort? Et donc, moi, à chaque fois que je fais un talk, et d'ailleurs, à chaque fois, j'ai beaucoup de très bons feedback des développeurs, parce qu'ils découvrent qu'en fait, on peut faire ce que j'appelle le squelette de l'application sous Blend. Parce qu'en fait, Blend est en fait pas tellement pour le développeur ou le graphiste, il est le terrain commun du développeur et du graphiste. Ouais. Le graphiste, en fait, c'est le terrain sur lequel les deux vont communiquer. Le graphiste va quand même faire du Photoshop, il va quand même faire de l'Illustrator, va faire de l'expression design. Il ramène tout dans Blend. Et il va l'amener tout ça dans le squelette que le développeur a fait dans Blend. Et donc, la magie de tout ça, c'est que moi, en tant que programmeur, et donc, par exemple, je me bats avec tous les programmeurs, ce qu'ils ont tendance à faire, je veux faire une animation. Quand je roll over, le bouton fait une transparence. Le réflexe du programmeur, ça va être, dans sa ligne de code, new animation, etc. Donc, on se met à taper des tags XML. Non, des lignes de code. Des lignes de code, des lignes de code en C#. Ah, c'est Ouais. cher. Parce que la magie de XAML, c'est que tout ce qu'on peut faire en XAML, on peut le faire en code. T'as raison. Donc, le développeur, Donc, sa première réaction, je vais le faire en C#. Boum, je vais le faire en C#. Ou en VB. Et donc, la session la plus grosse que je fais, c'est d'expliquer que c'est faux. La manière dont vous pouvez faire les choses, c'est ouvrir Blend, commencez par Blend, construisez votre squelette, comme si vous faisiez ça en VB d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de commencer du code, Donc, on fait une l'analogie que interface. tu es en train de nous dire, c'est, à l'époque, moi, quand il est arrivé VB1, Uh-huh. VB2, VB3, jusqu'à VB3, là, je regardais VB, je disais, ça, c'est un jouet. Mhm. Puis moi, je faisais du C++, Ah, bah un oui. vrai programmeur. Ah là. bah oui. C'est un monsieur, hein. Ah bah, J'ai des cheveux gris, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que VB faisait comme promotion que le squelette de toute ton interface, c'est dans ton, ce qu'on connaît maintenant avec WinForm. Mhm. C'était là que tu designais ça. Il avait fait ça, là, tu venais attacher le code là-dessus. Exactement. Ce que tu es en train de nous dire, toi, c'est en WPF, le squelette, tu le fais avec Blend. Exactement. Et un coup que ça s'est fait, là, tu vas revenir dans Visio. Exactement. Alors, et au-delà de faire du squelette, ce qui est très très important dans la philosophie de Silverlight, c'est qu'en fait, Silverlight est très très fort pour tout ce qui est animation. Et ce qui va se passer, c'est que c'est très facile de faire un mock-up en 2 heures où tu cliques sur un bouton, ça fait une animation, ça fait une transformation. Dans Blend, ça? Dans Blend, oui, dans En Blend. 2 heures, tu peux tout faire ça, Ah ce qui oui. te prendrait des journées à programmer. Il faudrait que je vous fasse ma présentation de Silverlight. Mais je vous fais un jeu vidéo en 45 minutes. Écoute, moi, je te prends au mot. Si ça te tente de venir à Montréal, on va trouver du budget, on va te faire voler de Dublin jusqu'à Montréal. Je te prends au mot. Et donc, dans cette première... Parce que tu sais qu'il y a de la Guinness aussi à Montréal. Ah ben écoute, je veux bien l'essayer, la Guinness de Montréal. Alors. Mais elle doit pas être aussi, en tout cas, elle devrait être aussi bonne que celle de Dublin. Mais alors, l'idée en C'est qu'il y a fait... beaucoup d'Irlandais qui ont Québec, hein. Ah Parce d'accord, que donc c'est- du coup c'est- ça s'exporte bien la Non, Guinness parce là-bas. qu'on est catholique. Ah bah oui, Et nous, en 1900, quand ils mouraient de faim à cause de la famine de la patate, Eh bien sûr. ces gens-là, ils sont arrivés en centaines et parce qu'on était catholiques acceptés. bien sûr. Et donc, moi, dans ma rue, j'ai des voisins qui sont des descendances irlandaises. Ah oui, d'accord. Des Jessup. Ah oui, voilà, complètement. Donc, on bifurque, mais ça Ouais, veut ouais. dire que Revenons à pour Silverlight. quelqu'un qui vit à Dublin, tu retrouverais, tu me dirais, mais savez-vous que vous êtes... Tu veux dire qu'il y a Les quelque chose de Irlandais similaire hein vous ont façonné avec les années. Eh ben écoute, je te prends au mot. Alors en fait, pour revenir sur ce que je disais, c'est que ce qui est extrêmement important dans cette philosophie et donc ce découplage programmeur artiste, c'est que le programmeur, lui, il ne veut jouer qu'avec une boîte noire. J'ai une animation qui s'appelle animer bouton. J'ai une animation qui s'appelle alors je fais un jeu vidéo. J'ai une animation qui s'appelle bouger nuage. J'ai une animation qui s'appelle lancer belette. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, en tant que programmeur, quand je vais faire mon squelette, je vais faire une animation. Elle vaut ce qu'elle vaut. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que quand je vais revenir niveau code, Silverlight m'a généré automatiquement un pour ça, tu vois ce que je veux dire, qui permet d'appeler cette classe. Et pour moi, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, je sais qu'elle a une fonction qui est d'animer ce bouton, qui est de faire une transition comme ça. Derrière, le graphiste peut reprendre ton projet, reprendre ton animation nommée et faire un vrai travail d'animation, changer les couleurs, Un vrai travail de créatif. exactivité. Et personne ne se marche sur les pieds. Et moi, ce que j'explique à tout le monde, c'est que Silverlight permet aux programmeurs de travailler avec des Legos dont il ne sait pas
comment ça va être rendu graphiquement, dont il fait le squelette tout seul au début, ce qui peut être très beau ou très moche, mais moi d'ailleurs, juste pour la petite histoire, en tant que programmeur de jeux vidéo, j'avais tendance à mettre des carrés roses, comme ça les motivait. Au début, je faisais des trucs un peu jolis, je me forçais, oui. Puis il me disait, oh mais non, mais c'est sympa ton truc, on va le garder. Du coup, je mettais des gros carrés roses, oh c'est bon, donne-moi ça, on va le changer, et puis il nous faisait un truc bien. Mais c'est pour... Mais moi, ce que je retiens, le message qui pour moi est aussi une nouveauté, c'est Blend n'est pas juste quelque chose qu'on devrait apprendre pour comprendre un peu mieux le travail des designer. Blend est notre outil de départ. Blend est au cœur du développeur. Blend est l'un ce que VB pouvait avoir en VB et il est vraiment important. Et donc programmeuses du monde entier, téléchargez Blend. Mais tu sais qu'une des choses qui nous déconcerte, nous autres, les développeurs, quand on ouvre Blend, c'est qu'ils ont fait toute l'interface comme les produits de Adobe. Tu sais, ça a un look très Photoshop. Il y a beaucoup de paradigmes qui viennent du monde du Photoshop. Donc, si t'es pas habitué avec des concepts de layer, ces choses-là, ça peut être déconcertant. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux développeurs qui doit quand même trouver son chemin pour faire son mock-up? Bien, je peux vous dire comment j'ai trouvé le mien. Il y a une formation à Blend, alors qui est une formation à Blend de manière générale, WPF, pas forcément Silverlight, mais c'est les mêmes fonctionnalités. Alors, je pourrais plus vous dire le nom de cette personne. Le site de Lynda.com? Exactement. Il est extraordinaire. J'ai regardé ça. Alors, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé ce qui m'intéressait. J'ai passé 45 minutes. Même servir de On va mettre le lien vers la formation Lynda.com. Je pense qu'il est encore disponible gratuitement. Absolument. Ou ça l'est pas, c'est pas cher, là. Non, mais non, je pense qu'il y a toujours un jeu. Récemment, j'ai encore donné le lien. Donc, il est vraiment génial, très très bien fait. Pour la petite histoire, Lynda.com, on sait que c'est elle qui, à l'origine, a expliqué aux designers comment comprendre le média Internet. Parce que les designers, originalement, faisaient des sites web comme ils faisaient du Photoshop, avec les limitations que ça donnait. Puis donc, elle a commencé à donner de la formation, puis elle a façonné cette industrie-là aujourd'hui. Elle est la référence. Elle est une référence. Puis, donc, ça doit montrer qu'elle pense que Silverlight a aussi un potentiel parce qu'elle supporte Silverlight. Elle supporte pas juste les technologies de Adobe. Enfin, là, c'était Blend de manière générale. D'ailleurs, à l'époque, Silverlight 2.0 était pas sorti, c'était un support c'est WPF. assez pour comprendre. Ah, mais c'est la même chose, hein. L'idée, c'est que Silverlight 2.0, d'ailleurs, en fait, il y a énormément de breaking changes sur la bêta 2, parce qu'en fait, ils essaient d'avoir, au final, un Silverlight qui est vraiment un subset d'un point de vue interface par rapport à WPF. Ce qui n'était pas complètement le cas. Il y avait quelques différences. Au début, là, maintenant, ils sont vraiment en train d'essayer de recoller ça, en fait. Ça aussi, c'est nouveau, parce qu'originalement, Microsoft, ils nous annonçaient pas que si tu fais du Silverlight, ton interface que tu bâtis en Silverlight, tu pourrais la transporter aisément vers WPF natif. Alors, et là, il y a un alignement maintenant. Voilà, il y a vraiment un alignement, ouais. Et alors, au début, ils pouvaient pas parce que ils ont une alpha. En fait, Silverlight a été été victime de son succès. La version alpha du 2.0 était tellement stable, tellement bien, que le 1.0 venait à peine de sortir, que tout le monde, presque 1.0 était délaissé, tout le monde était surexcité par le 2.0. Ben, c'est parce qu'on attendait tu sais, on s'entend le 1.0, c'était pour mettre en ligne des films, là, Mais c'est surtout que moi, j'étais estomaqué par la alpha qui était incroyablement stable. Bon, il y avait peu de choses dedans, mais suffisamment pour faire des choses et très très robuste. Et donc du coup, par contre, pour avoir au début, ils étaient partis comme c'était qu'une alpha, il n'y avait pas forcément d'alignement. Et donc maintenant qu'on arrive sur la release, ils finissent l'alignement de ça. Mais donc voilà. Une des choses c'est que tu me disais avant qu'on commence l'entrevue, le paradigme de Silverlight, c'est la plateforme Microsoft.net. Mais avec toute la puissance du web. C'est-à-dire que tu bâtis une application que tu peux déployer sur le web. Exactement. Ou que tu pourrais déployer à l'interne dans ton organisation avec des protocoles du web, ce qui veut dire des protocoles des technologies qui marchent. Mais la grande différence, c'est contrairement à faire des applications à la Ajax, des applications web comme on connaît aujourd'hui avec ASP.NET, où tu peux pas t'en sortir, tu peux pas bâtir ce type d'application-là si tu ne comprends pas le paradigme du web. Avec Silverlight,
Le seul paradigme qu'on te demande de comprendre, c'est celui de .NET. Exactement, c'est exactement comme faire une application desktop, c'est ça l'idée. Et c'est vraiment et moi je suis surexcité par ça et c'est vraiment l'idée, c'est que des gens qui ont fait du W ou de l'application WinForm vont retrouver finalement maintenant le même paradigme, mais sur un browser avec une interface riche, avec les mêmes outils, avec les mêmes moyens de debug, Et donc là, moi, j'ai une petite histoire, c'est que donc pendant 1 an, j'ai fait du JavaScript. On a fait très poussé, donc comme j'en parlais avant, avec faire du testing, etc. Très complexe. Vous avez fait des choses très complexes, des contrôles qui ont pris 3-4 mois à développer, avec juste un contrôle. Juste un contrôle. Pas une page, un contrôle. Non, un contrôle, avec des milliers de codes de JavaScript. Et donc tu dois pas être malheureux d'avoir quitté le monde JavaScript. Moi, j'ai fait un peu de JavaScript dans ma vie et j'ai sacré. Après 1 an de JavaScript, je bénis mon compilateur. C'est ce que je vais te dire. Merci d'avoir invité le compilateur. Mais donc l'idée là, c'est qu'en fait, juste le retour sur expérience de ça, c'est que le Java est un langage très puissant. Langage fonctionnel, on oublie, mais qui nous a permis de faire les choses qu'on voulait quasiment, avec des soucis qui sont portabilité. On a déjà des problèmes de portabilité sur les CS, etc. Le JavaScript est encore plus profond là-dessus parce que dès qu'on fait de l'affichage graphique, on est obligé d'utiliser soit du VML, soit du SVG. Donc ça veut dire que on a dû faire une librairie plus haut niveau pour encapsuler les différents browsers. Donc une perte de temps énorme sur la portabilité, le débugage. Débugger du JavaScript, on peut le faire, mais quand je débug dans Firefox, j'ai un outil différent que quand je débug dans IE. Puis peut-être, si tu me permets, on va faire la petite histoire de JavaScript. Ça s'appelle Java. Il y a encore des gens qui pensent qu'il y a une similitude avec le langage Java. Puis on sait qu'il n'y a aucune. Originalement, le langage s'appelait LiveScript. Alors, c'est drôle de savoir que ça s'appelait Live parce que la plateforme Microsoft maintenant est Live. Ah oui, d'accord. Mais Netscape, moi j'ai des cheveux gris, donc parce que j'ai connu le temps où ça s'appelait LiveScript. D'accord. Donc Netscape avait créé LiveScript, qui devait être le langage et qui est devenu le langage à l'interne du navigateur. D'accord. Mais à l'époque, Java a une lancée phénoménale et Netscape a voulu tirer parti de cette lancée-là. Et on profitait de la confusion du fait que 99% des journalistes en informatique connaissent pas vraiment leur métier. Je dis ça, mais c'est vrai. Et ils ont appelé ça JavaScript. Et là, tous les journalistes sont pointés en disant un langage Java pour le web. et ils ont profité de la vague pendant des nombreuses années. Et JavaScript s'est établi comme le standard de facto des navigateurs. Avec quelques nuances, parce que Microsoft a étendu JavaScript dans Internet Explorer quand ils ont réussi à gagner la guerre contre Netscape. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on a du JavaScript avec différentes nuances qui complexifient les choses. Complètement. Mais pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers, le fameux JavaScript, c'est un langage à la base fonctionnelle qui permet de faire de l'orienté-objet mais déguisé. Exactement. C'est du fonctionnel. Et avec la puissance extrêmement puissante, mais aussi avec la complexité que tu peux, je disais tout à l'heure, plus tu as une corde qui est longue, plus c'est facile de se pendre avec. Exactement. Avec une petite pente de plomb. Exactement, je trouve c'est très très bien résumé. Pour un développeur qui a fait ça 1 an que je fais du JavaScript tous les jours, je l'ai très bien résumé. La bonne nouvelle, c'est ce que tu veux nous annoncer, c'est que tu avais pris des années, pas des années, mais des mois à développer. Combien de temps ça t'a pris de transporter un contrôle qui nous a pris 4 mois à développer en JavaScript nous a mis 1 mois et demi à développer en Silverlight. Et où est la magie derrière? Il n'y a pas vraiment de magie. Et 1 mois et demi? Oui. Est-ce qu'on s'entend que peut-être que l'expérience utilisateur, même en Silverlight, était alors bien évidemment, avec j'ai envie de dire 30% de plus de features et une expérience utilisateur qui est alors elle 200 fois pas comparable, absolument incomparable, des transparences, des animations, vraiment la personne fait waouh. Tu vois ce que je veux dire? On a eu des retours même en interne où on a envoyé le contrôle, les premières démos. Waouh, c'était le retour et ça fait plaisir. C'est fun ça, un waouh. Hein? Oui, ça fait chaud au cœur. Hein. Tu dis, j'ai pas bossé pour rien, tu vois. Mais pourquoi 1 mois et demi et pourquoi pas 4 mois? Eh ben, j'expliquais tous les problèmes qu'on a eu, c'est-à-dire que a priori faire un composant script pour IE, ça prendrait peut-être 1 mois et demi ou 2 mois. Et les gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est des problèmes de portabilité, des problèmes de performance aussi. Je vous parlais du trimap tout à l'heure. On génère peut-être 10 000, 20 000 nœuds de div HTML d'un coup dans le truc. Je peux vous dire que
le navigateur a pas été, en tout cas, c'était pas les scénarios initiaux que Ouais. Exactement. À la base. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a des performances qui ne sont pas liées à l'hardware, mais qui sont liées au browser. À la Donc, nature même du browser. oui, exactement. Là, donc, et je peux vous dire, et j'en suis pas fier, que IE6 c'était le pire de tous. Il était vraiment le plus haut. Au niveau insertion de nœuds, j'en ai bavé, j'ai passé des nuits entières. Mais alors, aujourd'hui, donc, problème de performance, problème de débugage, problème de portabilité. Eh bien, on prend Silverlight. Plus de problème de portabilité, puisqu'en fait, c'est un client unique qui marche sur les browsers multiplateformes, multi-OS, multi-browser. Débugage. Maintenant, on débug dans Visual Studio, quel que soit le browser. On travaille avec un outil connu, et c'est là que je reviens encore sur une chose, c'est que Silverlight aujourd'hui est prédictible. Et en fait, et pas tellement. Moi, j'ai pas envie de voir Silverlight aujourd'hui. C'est encore trop tôt, comme le truc qui va faire dérailler Flash ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est encore dans un momentum où on est en train de fournir à des gens qui ont une expertise en .NET une capacité à développer aujourd'hui des applications RIA extrêmement rapidement en utilisant les mêmes outils, le même langage, les mêmes choses. ARIA. Rich Internet Application. Juste pour le bénéfice des auditeurs qui diraient qu'est-ce qu'ils racontent. Pardon. Mais c'est intéressant ce que tu racontes. C'est que ce que tu vois, peut-être dans ta petite boule de cristal personnelle, ce que tu vois, c'est que c'est pas nécessairement les designers Flash, les gens qui sont habitués à Flash, qui vont être les premiers à embarquer dans cette technologie-là. Ça va être les développeurs. Exactement. Parce qu'ils sont habitués. C'est leur langage. Et moi je trouve ça très très bien d'être parti là-dessus. Bon, en même temps c'est très bien parce que du coup j'ai envie de dire pour tous les développeurs qui ont investi sur la plateforme .net, c'est un très joli cadeau, j'ai envie de te dire. Parce que bon c'est vrai aussi en tant que programmeur on se spécialise sur une plateforme et de recevoir Silverlight, moi je le reçois comme un cadeau parce que je trouve ça extraordinaire de pouvoir utiliser les mêmes compétences, les mêmes outils maintenant pour faire des applications web extrêmement puissantes. Et d'où l'excitation autour de Silverlight, autour de la communauté, est bien plus fort d'ailleurs que WPF, j'ai l'impression. Oui. Parce que le net est un médium beaucoup plus utilisé que des applications multimédia, par exemple. Mais et donc voilà. Et donc 1 mois et demi, pourquoi ? Parce qu'en fait, pour tout ce que j'ai expliqué, alors et juste, excuse-moi, performance. Aujourd'hui, en Silverlight, plus dépendant du browser au niveau performance. On est dépendant du hardware puisqu'on n'a plus qu'un seul plugin. Ce n'est pas le browser qui exécute l'application JavaScript. C'est ton ActiveX installé. Du coup, tu es indépendant du browser, de la capacité du browser. Donc aujourd'hui, mon Trimap en Silverlight, il marche aussi bien sous IE6 que sous IE8 que sous Firefox 3.0. Et il marche vite parce que on s'entend que aujourd'hui, 99,99999% des laptops ou des ordinateurs que le monde a à la maison sont ultra puissants pour ce qu'on leur demande de faire. Il y a aussi un énorme truc, c'est que on fait un peu d'accélération hardware. Donc ça veut dire qu'on exploite un petit peu le hardware, pas à fond encore, mais ça veut dire qu'on a aussi cette petite pointe d'accélération que quand tu fais du VML ou du SVG, dans ton browser, tu n'auras pas. Donc voilà, tout ça combiné fait que Silverlight est vraiment quelque chose de très très excitant pour le futur. On en est à la bêta 2. J'ai pas de date à vous de date précise pour la release, mais c'est quelque part en 2008. Oui, on sortira. sait que cet été, le site des Jeux Olympiques va être en Silverlight. C'est vrai. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément d'efforts en interne qui est fait pour pousser très très vite et la plateforme. Donc la nouvelle, et parce que j'ai entendu beaucoup de gens, et je vous le dis encore une fois, il y a 1 an, on était un peu dans cette position, même en interne, de savoir est-ce que Silverlight, est-ce que c'est un nouveau gadget ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va se pousser? C'est quelque chose qui va prendre dans le futur pour de vrai. C'est quelque chose dans lequel Microsoft investit. Moi, je suis revenu il y avait le MVP Summit pour les MVP. Je sais pas si tu étais à Seattle au début du mois d'avril. Non, je n'ai pas. Non. Mais moi, je suis parti à Seattle avec le point de vue que oui, c'est une technologie intéressante, mais je sais pas trop est-ce que ça va déplacer vraiment? Est-ce que ça va avoir une percée significative? Je suis revenu du MVP 1 semaine plus tard avec ma compréhension, avec la conviction profonde que le futur de Silverlight, oui, je suis d'accord qu'il y a une partie web, mais je pense qu'il y a un brillant futur pour être en entreprise. Ah, mais on est d'accord. Pourquoi en entreprise? Parce que aujourd'hui encore,
je prends juste chez mon client actuel, c'est difficile de les convaincre que tu peux faire des applications click once, déployer, puis ça n'a pas vraiment d'impact sur le poste client. Donc, ils finissent toujours en disant, oh non, on va aller avec web, parce que web, c'est cool, et c'est ça qu'on a besoin. Puis, quand on leur explique que tu peux avoir les mêmes bénéfices que le web, mais pas demander à tes développeurs d'avoir un nouveau type d'expertise, donc réduire les coûts. Silverlight va devenir une proposition intéressante. Aujourd'hui, ce qui fait que ça n'a pas la percée, c'est qu'on n'a pas encore tous les jeux de contrôle, les grids, ces choses-là. Mais on s'entend, c'est devant nous dans peu de temps. Là. Ah non, mais ça sera là à la release, ça sera là à la release. Il y a déjà pas mal de choses aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, il y a des, alors juste pour parler un petit peu des features qu'il y a dedans, il y a des choses très très puissantes qui font encore partie de la sphère XAML, qui est indépendant, Silverlight et WPF en général, c'est le styling et le template. Ça encore une fois, ça rentre dans la bulle coopération entre le programmeur et le designer. Et qu'est-ce que c'est? Encore une fois, je suis dans le bench, je fais mon squelette, je donne un bouton gris très très moche. Et on s'en fout qu'il soit gris, on veut même qu'il soit peut-être rose. On veut qu'il soit rouge, on veut qu'il soit moche pour que le designer ah mon Dieu, ok, je travaille là-dessus. Mais vu que c'est un frame, nous les développeurs, on voit vraiment un contrôle comme on a l'habitude de les voir dans le monde Windows d'aujourd'hui. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que pour modifier la manière dont ça va être rendu, là parce que ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait dire le bouton est gris, on va le supprimer et puis on va drag dropper un bouton plus joli. Là forcément un programmeur va dire oh là tu es en train de casser mon code, là tu es en train de tout casser. Mon event il est parti, etc. Comment ça marche? Styling, templating, donc c'est deux choses différentes. Le styling, c'est en fait la capacité de pouvoir overrider une propriété d'un bouton, de n'importe quel objet. Donc avec le styling, je vais pouvoir dire, je vais faire un style exactement comme en CSS. Je veux que le background de mon bouton soit rose. C'est la technologie, c'est le principe du CSS, du cascading style sheet appliqué à XAML. Exactement, appliqué à XAML. Donc c'est déjà très bien. On s'entend, ça existe depuis 4-5 ans, disait, ça marche bien sur le web, pourquoi ça marcherait pas bien? Exactement. Donc styling, très bien, j'ai envie de te dire très pratique. Bon, ça c'est limite parce que ça veut dire que s'il y a une propriété que tu n'as pas, tu seras un petit peu limité, mais c'est déjà une première couche de CSS. Ça te force à mettre des propriétés sur chacun de tes éléments, ce qu'on fait aujourd'hui en web. Ce qu'on fait. Mais on peut peut-être faire mieux. Templating. Qu'est-ce que c'est le templating? Il faut bien représenter ce que c'est XAML. XAML, c'est un fichier XML, donc c'est un arbre. C'est un arbre visuel, c'est-à-dire que littéralement, j'ai un nœud, chaque nœud aura une représentation graphique, plus ou moins, etc. Le templating, c'est être capable de dire, j'ai un bouton, mais je vais pouvoir overrider son arbre visuel, que je vais pouvoir enlever tout ce qu'il a à l'écran. Tous ces attributs qui sont des sous-nœuds. Plus que ces attributs, c'est-à-dire que un bouton composé de quoi? D'un cercle gris, d'un autre cercle en transparence qui fait un machin, d'une animation appelée comme ça qui va être lancée, etc. Je vais pouvoir enlever tout ça et rattacher un autre arbre graphique et sur lequel je vais pouvoir, l'artiste sur lequel il va pouvoir travailler de manière totalement indépendante dans son monde. Donc il va pouvoir faire ça sur Expression Design, faire une shape donc une forme qui leur a complètement folle, et il va dire je vais rattacher cette forme et je vais complètement overrider ce qui était un bouton. Ouais, un exemple, en fait visuellement, Mario et moi on a vu une présentation de Billy Hollis au Pattern Practice Summit où c'est une application WPF et ce qu'il nous montrait à un moment donné, il nous posait la question, ce contrôle-là qui était flyé. C'est un contrôle qui faisait un peu ce qu'on voit sur les Macintosh où quand tu poses ton curseur, ça grossit. Ah oui, d'accord. Un magnifier. Mais que tu peux, donc les clisses. D'accord. Mais très, wow! Il dit, c'est quoi ce contrôle-là? Et c'était quoi la réponse quand il... C'est un listbox. Et voilà, exactement. C'est un listbox. Donc, pour le développeur, c'est un listbox. Mais quand tu le regardes visuellement, tu fais, wow! Est flyé ton interface. Mais lui, programmeur, tout ce qu'il a programmé, c'est un listbox. Exactement. Et là, on en revient à la chose extraordinaire, c'est que le programmeur travaille avec des blocs fonctionnels, une animation, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est appelée comme ça. J'ai une listbox, je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais elle a la fonction d'une listbox. Et donc du coup, il y a une séparation extraordinaire qui fait que l'artiste va pouvoir complètement se lâcher, j'ai envie de te dire, dans son délire d'artiste, parce que du coup,
même quand on fait du WinForm, qu'on travaille sur un artiste, je sais pas, tu vois ce que vas, il cherche ou comment je peux rattacher mon monde web parce que c'est ce que je connais. Voilà. Donc, Puis, donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très très puissant. Ça, c'est quelque chose de Donc c'est ce qu'on appelle le templating. Donc une traduction française, ça serait du gabarit. En fait, Templating. Ouais, du templating, si on veut le. Ouais, je pourrais pas le traduire, mais WPF templating. Voilà, mais donc concrètement, c'est de redéfinir l'art visuel. Et ça, c'est quelque chose de très très puissant. Donc, puis le message que ça dit, là, toi, quand t'es dans ton blend. Exactement. Essaie pas de mettre ça beau. Ça sert à rien, anyway. Parce que de toute façon, c'est pas ta mission, d'un. Et de deux, même tous les efforts que tu pourrais prendre, a priori, ça va être perdu. Exactement. Ouais, puis je reviens tout à l'heure à ce que tu disais, Mario, au niveau d'application en entreprise ou de l'utilisation de Silverlight en entreprise. Absolument. Oui. Mais en fait, l'architecture en arrière, parce que Silverlight, lui, peut faire appel à des services web ou des services WCF. En fait, la grosse machine en arrière en entreprise peut être celle qu'on développe de façon très, pas nécessairement rigide, mais avec les différentes couches applicatives. Ça peut être directement le middle tier que tu aurais de ton application. C'est en plein ça. Complètement. Donc l'idée, c'est qu'en fait, pour tout ce qui est application d'entreprise, l'idée, c'est que maintenant, la Silverlight, qui est donc une DLL sur le client, devient le client riche. Et donc, du coup, tout le back-end qui avant contenait l'HTML, etc., en fait, devient directement le middle tier. Donc aujourd'hui, en fait, en monde d'entreprise, on a un nouveau, c'est quelque chose de nouveau en fait, qui est de dire que on a un client riche, une DLL qui est sur le client, dans le browser, et que derrière, on a des web services, on a des services WCF, on a même et donc tout le middle tier au sens 3 tiers qu'on le connaît. On n'a pas besoin de le changer, on continue à faire comme on a l'habitude de faire. Exactement. On ne change juste que la partie présentation. Et donc c'est quelque chose de très excitant. Ça veut dire que on est capable de faire une application desktop dans un browser. Ça veut dire que on enlève tous les inconvénients qu'avait une application desktop en entreprise, c'est-à-dire le déploiement, la maintenance, etc. Ça vient pas modifier ou polluer ton poste client. Exactement. Ça réside toujours sur un serveur qui déploie dans le browser. Exactement, mais tu gardes la puissance .NET, tu gardes une puissance graphique dont on a parlé depuis la dernière heure. J'en ai des frissons partout. Donc, si on récapitule, l'essence de ton message, c'est de dire le fait qu'on est séparé le fait qu'on a du XAML, qu'on a des tags pour la représentation et le code ailleurs, ce découplage-là, qui a fait ses preuves du côté web, c'est une des premières forces de Silverlight. Et c'est tellement une force importante qu'un des outils qu'on négligeait souvent, nous les développeurs, qui s'appelle Expression Blend, ça devrait être l'outil que nous on utilise pour faire notre framework, pour bâtir nos boutons avec du rose, en tout cas laid, parce que le designer lui va le réutiliser, mais à partir du Blend devient l'outil de jumelage entre le monde. L'outil commun. Exactement, l'outil commun entre le programmeur et le designer. Donc, première chose qu'on peut dire de ton message. Exactement. Programmeur, téléchargez Blend, essayez-le, utilisez-le. C'est la manière dont vous donnez l'application Silverlight. L'autre chose qu'on disait, on est dans un seul paradigme de développement. C'est du point. On n'a pas besoin de commencer à connaître JavaScript et tout. Donc, comme tu disais, c'est une bénédiction. Tous nos auditeurs qui ont investi probablement beaucoup à maîtriser la plateforme .NET, on vient de nous donner la capacité de faire des applications riches pour le web sans avoir à dépenser un iota En fait, le coût, c'est l'apprentissage de WPF. De XAML et de Blend. Donc, j'ai pas à investir énormément de temps à apprendre HTML, JavaScript, à me casser la tête dans JavaScript. Et mieux plus que ça, à apprendre un nouvel IDE, un nouveau débugger. L'environnement de travail est aussi fait partie de la courbe d'apprentissage. Ça veut dire que je sais comment faire un projet .NET, je sais comment ça marche, etc. Moi, je me souviens, on a publié en juillet dernier une émission qu'on a faite avec Eric Goise, qui travaille chez Octo. Puis l'émission, c'était les GUI vectoriels. L'essence du message, c'était plus complexe que ça, mais l'essence du message, c'était écoutez, pour les interfaces avec WPF et ces types de technologies. C'est un peu le même paradigme shift que quand on a du bitmap vers les images vectorielles. Et donc la conclusion, c'est on n'aura pas le choix. On va aller vers des interfaces vectorielles. Absolument.
Parce que c'est la seule façon qu'on va pouvoir faire des applications de plus en plus riches. Puis on pense, oui, Eric nous parlait beaucoup de ce qu'on voit sur le iPhone. Parce que si on a un form factor qui est plus petit, le fait qu'on soit en vectoriel, on est capable de faire plus. Exactement. Mais WPF, c'est d'aller vers ce vectoriel-là. Puis on a tellement de bénéfices que si on investit à le maîtriser pour faire des applications Silverlight, on va en tirer parti. Et on sera déjà sur du vectoriel, un peu comme les designers ont dû investir pour apprendre à utiliser des produits. À l'époque, c'était CorelDRAW. Tu nous as parlé de l'outil visuel que ton copain utilisait quand tu étais jeune. C'était quoi dans le Deluxe Paint. Donc, ce qui était aussi un des premiers outils vectoriels. Donc, ce paradigme shift-là, on n'aura pas le choix. Il faut qu'on y passe, nous aussi, les développeurs. Donc, entrons-y avec le minimum d'efforts. Silverlight, c'est une des façons d'y aller à moindre coût. Ça va juste sauver, en fait, c'est juste, ça va tellement sauver du temps aux programmeurs, en fait. Et ça paraît pas naturel. Et pourtant, 35 minutes passées sur le site de Lynda, on apprend Blend et on va développer 4 fois plus vite. Et avec un paradigme beaucoup plus propre, puisqu'en fait tous les blocs d'animation, tous les blocs fonctionnels avec lesquels on interagit sont des boîtes noires dont on connaît la fonction, mais dont on ne connaît pas l'affichage graphique. Et on délaisse ça à quelqu'un dont c'est le métier. Comme tu as dit, on les met pas noirs, on les met roses. On comme les met ça, roses. le designer dit, c'est comme laid. ça, il va pas laisser traîner ça pendant 2 semaines où on dit ouais, c'est pas mal en fait, on va laisser ça comme ça. Et Donc, en terminant, tu nous as parlé du site de Lynda qu'on va mettre en ligne, mais est-ce que tu as d'autres références, d'autres sites web, d'autres blogs peut-être que tu voudrais tu nous parlais peut-être de ton jeu. Oui, alors j'ai développé un jeu, il y a donc déjà sur la alpha en bêta 1, la bêta 2 sera en ligne quand vous écouterez ce podcast. Si ce n'est la release, mais donc ça s'appelle Bubble Factory. Si vous tapez Bubble Factory dans Google Windows Live, vous trouverez ce lien. Le code source est publié, donc je vous invite à le télécharger pour regarder comment c'est fait. Ça fait quoi Bubble Factory? Ça fait des bulles? Concrètement, c'est un casual game où tu as une AI sur le côté et en fait tu envoies des bulles et tu dois avoir 3 bulles de la même couleur d'un côté de l'autre. C'est vraiment le casual game, très facile à jouer, très très simple à apprendre. Que mes enfants probablement aimeraient jouer parce que les enfants adorent les jeux. Et pour la petite histoire, pour vendre Silverlight, j'ai développé ce jeu-là en 5 nuits. Je voulais découvrir la version alpha de Silverlight. Moi j'aime ça, c'est un vrai geek, hein. Programme la nuit. Ouais, non, je le fais pas souvent. Mais là, j'étais tellement excité par la alpha de pouvoir développer en C# que du coup, je me suis dit, ok, je veux trouver un sujet pour essayer ça. Bon, les jeux vidéo, c'est ce que je fais tout petit, donc j'ai rien à apprendre là-dessus. Ça va être un très bon terrain, ça. Et figurez-vous. Qu'est-ce qui est SCSA? Pardon? Qu'est-ce que veut dire cet acronyme-là, SCSA? Ah non, c'est pour essayer ça. Ah, excuse-moi, je parle vite là. Non, mais tu fais bien de me corriger. Mais donc au final, ce qui était intéressant, c'est que avec aucune connaissance de Silverlight.net, en 5 nuits, j'avais fait un jeu. Donc c'est juste pour dire que tout ce qu'on parlait jusqu'ici, la connaissance de .NET, le même debugger, le même projet, les mêmes outils, fait que tu as une courbe d'apprentissage de .NET, pour peu que tu aies déjà fait un peu de XAML avant, qui est extrêmement rapide. C'est incroyable. Donc voilà. Donc Bubble Factory, je vous invite à le télécharger pour voir, pour avoir une idée à quoi ça ressemble un jeu vidéo fait dans la manière dont on est en train de parler, avec ces boîtes noires. Une très très bonne URL, c'est silverlight.net, tout simplement. C'est une ressource phénoménale. Notamment au niveau développeur, il y a des forums très très actifs qui sont une mine d'or quand on a un souci. Et puis surtout, il y a énormément à télécharger. J'ai pas d'autres sites web maintenant. C'est déjà très bien. Ouais, déjà Silverlight.net, c'est un point de départ énorme. Tu parlais des samples, des exemples. Ouais. Ben on peut la plupart on peut les télécharger puis étudier un petit peu le code. Des fois c'est des points de départ qui nous où on va récolter une ou deux idées puis on va bonifier par la suite là, dans notre application. Vincent, on te remercie beaucoup d'avoir partagé ta passion. Ben oui. En tout cas, on le sentait. C'est une passion et c'est plaisant parce qu'on a besoin de gens passionnés. C'est ce qui fait qu'on est tous vivants puis qu'on a du plaisir à être sur cette petite boule qu'on expliquait que les distances se rapetissent. Mais merci beaucoup d'avoir partagé. Puis je pense, en tout cas, moi, tu m'as accroché sur le fait que je dois me focusser maintenant à vraiment maîtriser l'ABC de Blend. Exactement. Donc, vois-tu, j'apprends même des choses, hein, c'est le but. Écoute. Et j'espère que nos auditeurs aussi vont en tirer parti.
Alors, merci beaucoup, Vincent. Eh ben, c'était le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Les actualités avec Guy Barrette. Écoute, j'ai vraiment pas grand-chose. Le PDC a lieu il y a 2 semaines et demie. Toutes les grandes annonces ont été dévoilées lors de cette conférence-là. Il y a vraiment pas grand-chose qui est sorti. Il y a même cette semaine, ou au moment où on enregistre, il y a TechEd Europe qui a lieu. Puis, il y a vraiment pas grand-chose. En fait, ils reprennent du contenu et des annonces qui ont été faites au PDC. Là. Mais on s'en plaindra pas, Guy. S'il faudrait qu'ils nous annoncent à toutes les 2 semaines des non, choses majeures, ouais. on n'aurait pas le temps de suivre. Déjà que c'est difficile, c'est très exigeant. Oui, absolument. Par contre, c'est intéressant de voir un peu les réactions suite à l'annonce de Azure. Oui. Toi, t'as vu un petit peu, t'as jasé un petit peu avec des gens, t'as lu un peu des blogs ou des articles, puis c'est quoi le feeling? Ben, ma compréhension de la réaction des gens, puis là, on parle pas juste des gens qui ont le logo Microsoft dans le front, mais autant des gens qui sont plus associés avec les technologies Google ou avec les technologies Java. Essentiellement, ce que moi je retiens, c'est que tout le monde reconnaît que c'est une solution sérieuse. C'est-à-dire, il n'y a personne qui du revers de la main a dit « Ah non, ça c'est un jouet ». Donc, le monde reconnaît que c'est une solution sérieuse. Et l'élément clé peut-être qui fait que pour beaucoup de gens pensent que ça va avoir une bonne pénétration dans l'entreprise, c'est que premièrement Microsoft est crédible dans l'entreprise, est déjà omniprésent, ce qui est peut-être pas tout à fait le cas d'Amazon ou d'un Google. Ils peuvent avoir bonne presse, mais on s'entend que Google, c'est pas eux aujourd'hui qui équipent les serveurs des entreprises. Donc, premier point fort, mais le point, la pièce maîtresse, c'est la reconnaissance par les gens que Microsoft arrive avec une solution qui va aussi permettre de bien gérer les identités. Ça, c'est le produit avec le nom de code de Geneva. C'est ça, qui n'existe pas aujourd'hui, donc ce n'est que sur papier, mais il y a une reconnaissance par les gens d'industrie que c'est une pièce maîtresse, que Microsoft a l'intention C'est un bloc essentiel, tout simplement, là. Puis, avec ce bloc-là, ben là, ça pourrait être envisageable pour les compagnies de penser de commencer à déposer ou à héberger des applications sur le cloud, comme on dit. Ouais. Donc, la réception est plutôt positive. C'est sûr que au niveau des concepts et tout ça, parce que moi, j'ai jasé un petit peu avec des gens. J'étais au forum des architectes Microsoft cette semaine. Évidemment, il y a plein de questions quand on parle de pousser des données, pousser de l'information et des applications sur Internet, là, sur les nuages, dans les nuages. Les questions de sécurité, les lois au niveau des pays, certaines sociétés par la loi ne peuvent pas stocker les données à l'extérieur du pays. En tout cas, il y avait plein de questions, plein de concerns. Mais là, ça va te suivre parce que j'ai la chance, la semaine prochaine, d'aller à une de cette conférence-là, la Strategic Architecture Forum, qui est une conférence sur invitation de Microsoft. Mais là, c'est celle qui est plus planétaire. On va se retrouver à être à peu près 250 top architectes, donc je vais probablement pouvoir avoir leur feedback à eux, comment ils perçoivent ça. Puis peut-être ça va changer ma perception, mais à ce jour, ma perception, c'est que c'est quand même bien reçu. Ah oui, absolument. C'est juste que il y a un pas qui est quand même élevé à faire de là à pousser des applications qu'on a dans l'entreprise sur nos propres serveurs et de les pousser sur les serveurs de Microsoft. Moi, ce qui m'a surpris aussi en discutant avec un paquet de monde, c'est que on est tellement pris dans nos paradigmes existants que des fois, même si l'annonce, elle nous dit, écoute, on va vous donner la facilité de déployer vos logiciels sur le web, sur le cloud,
il y a beaucoup de gens que eux autres, la perception, c'était, ben moi, là, si je suis une grosse compagnie, je vais pouvoir m'acheter, moi, mes propres containers avec tous ces serveurs-là, puis là, je suis obligé de rectifier le titre. Non, c'est pas le cas. T'as pas l'expertise, puis t'as pas... c'est pas ton core business. Là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sous l'impression que ce Windows Azure-là, qu'ils vont pouvoir à un moment donné s'acheter l'équivalent de mettons 300 ou 400 ou 1000 serveurs, puis qu'ils hébergeraient ça localement dans leur centre, dans leur data center actuel. Puis donc Microsoft leur vendrait comme le système d'exploitation Windows Azure. Non, là, je leur dis, c'est pas ça le modèle. C'est pas ça du tout. Le modèle, c'est vous allez plutôt sortir vos applications et les héberger sur les infrastructures de Microsoft. Puis, mais bon, ça on verra avec les mois, puis avec l'an 2009. C'est intéressant de voir qu'en entreprise, le réflexe, si je veux ramener les choses vers chez moi, et pas vraiment de dire je vais sortir mon savoir-faire à l'extérieur. Il y a comme une certaine dichotomie qui reste encore un clash au niveau de mentalité et tout ça. Anyway, on verra dans les mois suivants. Ben, ça fait le tour de ce qu'on a à dire sur ces actualités. Absolument, ouais. La communauté.net de Montréal. Lundi, le 17 novembre, on a Michel Goodzeit qui va nous présenter les nouveautés dans SQL Server 2008, donc les nouveautés pour les développeurs, tout ce qu'il y a de nouveau en termes de développement. Et le lendemain, le 18? Ben oui, tout de suite le lendemain. Donc, le mardi, on a une assemblée Team System. Puis, on a notre bon ami Étienne Tremblay qui va nous parler de tailoring. Donc, mais là, quand tu parles de tailoring, est-ce qu'il va coudre un complet ou une paire de pantalons? Je pense que ce qu'il veut surtout nous dire, c'est que le produit Team System, tu peux justement le coudre à ton besoin d'affaires. On peut l'étendre finalement. C'est ça. Puis il va parler entre autres des fameux gabarits. Sujet qu'on a traité il y a à peu près un mois, où est-ce qu'on a parlé justement des gabarits dans Team System. Donc Étienne demain va expliquer comment on le fait de visu pour la communauté.net de Montréal. Alors sur ça, ouais. Donc, continuez votre programmation, puis on se revoit dans 2 semaines. Au revoir. Visual Studio Talk Show.